Poser un process de recrutement, ça signifie qu'on respecte une méthode. Et du coup, deux choses. Avoir une méthode permet de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc, venir cadrer son recrutement. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Save the Date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un de ou poser le plusieurs contexte invités. et d'expliquer finalement On le démarre pourquoi maintenant de ta avec venue, l'épisode du jour. sur Vision. Je t'invite tout simplement à nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients. Bonjour Pauline, je suis ravie d'être avec toi sur ton podcast aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Donc, je suis Aurore Gosset, la fondatrice de Pulsar People, qui est un accompagnement en recrutement pour les fondateurs et aussi quand il y a des premiers managers. Donc, ce sont plutôt dans des jeunes boîtes. Et je viens en fait tout simplement structurer les process de recrutement, mettre en place des plans d'action et aider. Donc, je coach quelque part les fondateurs et managers sur le sujet, en sachant que c'est un petit peu l'expression je ne recrute pas, donc je ne donne pas de poisson. Par contre, j'apprends à pêcher. C'est un peu l'expression que j'utilise. Je suis vraiment en fait la coach dans le domaine, dans cet accompagnement. À côté, je suis toujours sur le terrain, donc recruteuse, plutôt pour des profils sales et les développeurs, donc spécialisés en tech. Et enfin, je suis aussi coach candidat. Donc, j'accompagne soit en accompagnement perso pour atteindre et obtenir leur job, ou alors dans le cadre de bootcamp, donc comme le wagon Iconoclass, où je fais des interventions. Voilà. Ok, super. Donc avant de démarrer un petit peu sur notre échange, je vais peut-être expliquer un petit peu rapidement le contexte et le pourquoi de ta venue sur le podcast. La première raison, bon, bien sûr, c'est que déjà parmi les auditeurs, mais aussi les entrepreneurs qu'on accompagne avec l'équipe, le recrutement est une partie qui peut parfois paraître un petit peu obscure. On se dit qu'on n'a pas forcément besoin de process ni d'être accompagné et on peut y aller à l'instinct, alors qu'en fait, en réalité, on se rend compte sur le terrain que c'est pas ça en fait. Et donc, ça va être justement une grosse partie du sujet aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'épisode 10 de Vision, où je parle en toute transparence finalement de mon erreur de recrutement fin 2022, qui m'a coûté très cher, autant d'un point de vue financier que énergie, disons. Et c'est grâce à lui, finalement, qu'on est là toutes les deux à échanger. Et donc voilà, je suis hyper contente de t'accueillir pour parler de ce sujet-là. Alors, la première question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est plutôt pour briser la glace, parce que là, on va pas tout de suite parler de process de recrutement, mais ça va arriver. Donc, c'est quoi le plus important selon toi? Est-ce que c'est les compétences ou les soft skills? Cette question est assez intéressante. Les soft skills sont mises en avant depuis quelques années. On s'est rendu compte qu'elles permettent de s'ouvrir à beaucoup plus de profils. Donc, on ouvre la voie à la diversité et l'inclusion grâce aux soft skills. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Les soft skills répondent aussi à la problématique de pénurie de talent. On manque de candidats sur le marché et donc les soft skills permettent d'élargir les critères de recrutement. Et de l'autre côté, les compétences ou ce qu'on peut appeler les compétences techniques, hard skills, tout va tellement vite ces dernières années que finalement ces compétences sont bonnes à un instant T, mais elles deviennent rapidement obsolètes si on ne se forme pas. Et pour répondre très concrètement à ta question, en fait, les deux sont hyper importantes. Un bon profil, en fait, va être composé et de compétences techniques et de soft skills. En revanche, tout dépend du stade de l'entreprise. Tu vois, si je prends en exemple une grosse entreprise type ETI, Ouais. ces grosses entreprises avec beaucoup de salariés ont la possibilité de se concentrer plus sur les soft skills parce qu'il y a tout un système de formation qui est mis en place par les DRH, les managers ont le temps de former les juniors, etc. Mais pour les très jeunes entreprises, et là, du coup, ça va concerner plus nos auditeurs, les indépendants qui font leur premier recrutement, c'est impératif de se concentrer sur les compétences techniques parce que c'est de ça Ouais. dont il est question et dont on a besoin au début, et ensuite des soft skills. Et on a toujours un petit peu cette question aussi du fit à la fin. Donc, euh, les deux sont très importantes et c'est une complémentarité des deux qui font qu'on a un bon profil avec nous. Ok, super. Bah, de toute façon, j'imagine que ça dépend aussi
du besoin et des moyens aussi qu'on a au moment T. Moi, je sais que, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé sur l'épisode en question dont je parlais tout à l'heure parce que c'est comment dire, une erreur de recrutement que j'ai faite assez récemment. Mais je pense que ma toute première erreur de recrutement, ça a été de me focaliser sur les soft skills. Parce qu'en fait, on entendait partout, mais les soft skills, il faut prendre des gens avec qui ça fit, des gens qui ont des valeurs similaires aux vôtres, qui sont capables de vous suivre dans votre vision, etc. Puis on se dit, ouais, nickel, la personne, elle pourra apprendre le reste. Et sauf qu'en fait, moi, je me suis cassé les dents là-dessus. En fait, non. Les deux sont hyper Oui. importants. Et ça me fait penser un petit peu à un tweet d'Elon Musk. Peut-être qu'il a participé aussi à cette mentalité-là, Mhm. où il avait lancé une campagne de recrutement et il avait simplement tweeté je recherche des savoir-être pour le savoir-faire, je m'en charge. Ah Donc, ouais. ça veut un peu dire ça. Donc, on se concentre sur le feeling, le fit. Et en plus, quand on est entrepreneur, c'est tellement important d'être aligné avec les personnes qui vont nous rejoindre dans notre projet, notre vision. Mais en fait, on a besoin de compétences techniques parce que on doit répondre. Pourquoi on recrute? C'est aussi ça la question, c'est pourquoi on recrute à la base, c'est pour répondre à un besoin. Et donc ce besoin, eh ben, ça ne peut pas forcément on ne peut pas que y répondre avec de l'organisation, de la rigueur, etc. Il y a Oui, besoin de compétences techniques, absolument. complètement. Et du coup, c'est une bonne introduction à la question que je voulais te poser. Donc, avant de recruter, c'est quoi les éléments à bien clarifier? Alors, bah, du coup, je l'ai un petit peu évoqué. En réalité, il y a un élément à clarifier et de cet élément vont découler différentes choses, c'est le besoin. Et je dirais même qu'il ne faut pas lancer son recrutement tant que le besoin n'est pas clairement identifié, clarifié. Souvent, dans les débuts en entrepreneuriat, les recrutements ne sont pas toujours anticipés. On est un peu dans l'urgence. C'est je dois recruter vite, c'est urgent, je suis tout seul ou toute seule à gérer ça, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et donc, du coup, analyser son besoin, prendre le temps de clarifier ce besoin comme travail préparatoire à son recrutement, on a l'impression que c'est une perte de temps. Croyez-moi, si vous ne faites pas l'exercice, vous allez forcément perdre du temps. Que ce soit pour la rédaction de l'annonce, donc ça va patauger, on ne va pas savoir exactement quoi dire, évaluer les candidats. Donc, vu qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit évaluer, ça part un peu sur du feeling et on voit plein de candidats et sans en recruter un réellement. On attend avant de recruter la perle, mais du coup, la perle selon quels critères? Donc, en fait, c'est vraiment ce besoin qu'il faut identifier. Et du coup, Pauline, tu m'as demandé d'être très concrète sur des billes à donner à ceux qui vont nous écouter. Comment on clarifie, on identifie ce besoin? Il y a, on va dire, trois principales questions. Pourquoi on recrute? Pour quel poste on recrute? Et qui on recrute? Et quand on va un petit peu dans le détail, pourquoi on recrute? C'est de se demander est-ce que c'est un besoin parce qu'on ne peut plus gérer la situation seul ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a envie de faire évoluer sa boîte? Pourquoi faut-il recruter? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça s'inscrit dans la durée? Est-ce que c'est pour éteindre un feu, un nouveau projet, une mission spécifique? Mhm. Après, pour la question pour quel poste on recrute, là, c'est déterminer précisément le poste. Ouais. Est-ce que c'est pour un besoin précis ou est-ce que c'est du coup un peu plus général et on peut se permettre de prendre ce qu'on appelle le fameux bras droit? Quelles sont les responsabilités de ce poste, les objectifs quantifiables? Et enfin, qui on recrute? Donc là, c'est le profil dont on a besoin, quelles sont les compétences dont on a besoin, le niveau d'expérience attendu, etc. Et au travers de ces trois principales questions, on va réussir à ressortir ce fameux besoin qui est l'élément en fait, à parfaitement identifier au début. Hyper clair, merci beaucoup. Et justement, sur la partie pourquoi, tu vois, nous, par exemple, sur les clients qu'on accompagne sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs qui sont plus avancés, c'est vrai que certains d'entre eux, ils vont être amenés à sous-traiter ou alors à déléguer pour la première fois. On ne va pas parler de recrutement au sens propre, mais c'est quand même un recrutement. Enfin, voilà, ça reste un Oui, recrutement. Donc, c'est vrai qu'on leur dit tout de suite, et ils ont des billes pour ça, OK, mais il faut que tu poses le poste, en fait, la fiche de poste, il faut que tu clarifies tes besoins. Et sur la partie pourquoi, est-ce que, par exemple, je vais te donner un exemple, nous récemment, enfin là, justement, d'ailleurs, c'est ce qui a découlé de cette erreur de recrutement, parce
puisque là, au moment où on enregistre, on est en septembre 2023. Et au moment où j'ai fait l'erreur de recrutement, c'était fin 2022. Donc, on ne dirait pas comme ça, mais bon, voilà, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup duré dans le temps. Et donc, il y a 3-4 mois, on a eu du coup un problème, on va dire une urgence, où il nous manquait quelqu'un sur un poste. Et donc, tu veux dire qu'à ce moment-là, il faut vraiment se dire, OK, mais en fait, pourquoi je recrute? Donc là, moi, dans mon cas, c'était éteindre le feu, il nous faut quelqu'un absolument pour remplacer quelqu'un rapidement. Et donc, du coup, forcément, on va avoir besoin de quelqu'un, typiquement, on parlait des soft skills et des hard skills, quelqu'un qui est disponible et d'attaque tout de suite. C'est ça que tu veux dire? C'est aussi, ça Oui, va venir déterminer aussi. je pense que c'est hyper important, surtout qu'en plus, aujourd'hui, on a tellement de freelance. Si on a, voilà, prenons l'expression éteindre un feu, si on a vraiment un Ouais. feu à éteindre, il vaut mieux prendre un freelance. Pourquoi? Parce que la personne a des compétences techniques disponibles, on va dire. Cette personne-là est d'ailleurs disponible tout de suite. Et il vaut mieux d'abord demander à un freelance pour éteindre un feu de répondre à une mission spécifique. Et si on veut recruter quelqu'un dans la durée, qu'il s'inscrive dans l'ADN de notre boîte, etc., Mhm. là, on va prendre le temps. Éteindre un feu, franchement, éteindre un feu freelance, un recrutement dans la durée avec l'atteinte d'objectifs à 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, on prend le temps de recruter la personne et de bien analyser son besoin. Et d'ailleurs, nous, tu vois, malgré le fait qu'il fallait clairement qu'on éteigne le feu, c'est-à-dire qu'on a recruté un freelance en 48 heures, voilà. Malgré ça, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, on a quand même établi une fiche de poste. Donc, je précise, parce que je pense que aussi les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais attends, mais une fiche de poste, ça prend combien de temps à faire, etc. Quand on a l'habitude, ça va relativement vite. Bon, après, ça dépend évidemment l'expérience que vous avez, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans une fiche de poste? Parce que je pense que c'est important de préciser. Parce qu'on a aussi, moi en tout cas, je le vois avec les membres du 3-6, on en a beaucoup qui pensent que la fiche de poste, c'est automatiquement le truc, tu vois, que tu publies sur Indeed ou sur LinkedIn. Alors qu'en fait, la fiche de poste, elle sert, il me semble, d'abord et avant tout, à clarifier, toi, en interne, ce que tu veux, quoi, quel profil tu veux. Ouais. Alors, si on prend les choses un petit peu dans l'ordre. Alors, premièrement, si je rentre dans un truc un peu plus théorique, une fiche de poste, techniquement, c'est un document interne qui va te permettre de définir clairement ton poste. Donc, quelles vont être les missions principales, ce que la personne va devoir réaliser, ses objectifs, les objectifs du présent, les objectifs du futur, l'organigramme autour de ce poste, qui sont les managers, etc. Ça, la fiche de poste, c'est un document interne. La fiche de poste vient juste après l'exercice dont je peux venir un petit peu dans le détail. Elle vient avant l'annonce. Si on prend dans l'ordre, on a donc notre besoin. On vient se poser des questions sur ce besoin, pourquoi on recrute, pour quel poste on recrute, qui on recrute. De ce besoin, on va en tirer ce qu'on appelle des critères de recrutement. Et c'est là où on va se concentrer. Donc, prenons un tableau, hein. C'est la fameuse scorecard dont on entend parler régulièrement. C'est simplement un tableau Excel où on va venir dans une colonne mettre nos critères de recrutement, c'est-à-dire des compétences techniques dont on a besoin, des compétences soft, parce que c'est toujours important, et éventuellement une ou deux valeurs qui sont importantes pour nous. Ce document, en fait, c'est notre base. C'est là où on a donc les compétences dont on a besoin. C'est notre base. Et c'est à partir de ce document, ces critères de recrutement, qu'on va créer une fiche de poste, donc un peu plus à venir dans le détail. Et de cette fiche de poste, on construit l'annonce qu'on va mettre sur Indeed, Welcome to Jungle, LinkedIn, etc. C'est dans cet ordre-là qu'on réalise le mieux et qu'on arrive le mieux à déterminer pourquoi on recrute et qui on recrute. Est-ce que tu peux nous dire du coup de quoi est fait concrètement la fiche de poste? Quand je te dis de quoi est fait la fiche de poste, c'est qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, quoi? C'est quoi les catégories? Alors, donc, au niveau des catégories, on a tout d'abord l'identification du poste. Donc, intitulé du poste. Et là, c'est très important. On ne détermine pas un intitulé de poste parce qu'on a envie de donner un nom particulier, type, je ne sais pas, magicien, j'en sais rien, druide de sales, etc. On donne un nom efficace que tout le monde peut reconnaître. Ensuite, le niveau hiérarchique.
le type de contrat, CDI, CDD, freelance, alternance, le temps de travail, est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel, est-ce que c'est une mission court terme, moyen terme, long terme, la localisation, parce que c'est important de Mm. déjà nous savoir si est-ce qu'il y a du remote ou pas, la rémunération et les avantages. Ensuite, petite identification de l'équipe. Alors, si l'entrepreneur est tout seul, là, c'est facile. Mais s'il y a déjà une ou deux personnes dans la boîte, c'est déjà bien de mettre, de préciser à quel endroit se situe finalement dans l'équipe, à quel poste se situe la personne, par rapport à qui. Et ensuite, c'est là où on vient sur l'identification des missions. Les missions du poste, en fait, concrètement, qu'est-ce que notre nouveau salarié, collaborateur, va faire dans ses journées. Donc, les missions principales, et il peut éventuellement, si on veut aller un peu plus loin, il peut y avoir des missions secondaires. Et le mieux, c'est ici de mettre des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que plus on donne de détails sur cette identification de mission, donc des objectifs chiffrés à 3 mois, 1 an et 3 ans, ça permet de se situer sur les besoins, justement, pour répondre le besoin pour notre poste. Et aussi, si jamais on a le candidat en face, eh ben, tout simplement, on pourra lui répondre plus facilement. Parce que s'il pose des questions en disant, bah, du coup, dans 1 an, si je me vois évoluer dans votre boîte, qu'est-ce que je peux être amené à faire? La fameuse question, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Eh ben Mhm. là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails grâce à cette identification de mission et d'objectifs. Et ensuite, donc, on vient mettre les compétences qu'on aura complétées dans notre précédent tableau, nos fameux critères de recrutement avec les compétences techniques et les compétences comportementales. Waouh, Voilà. hyper complet. J'ai Hyper donné complet. mon cours. Voilà, Ah oui, j'ai oui, donné mon cours. c'est ça, exactement. Est-ce que déjà pour là, les freelances, les indépendants, les entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut dire que déjà de déterminer le rôle, les missions, les responsabilités et les compétences attendues, est-ce que déjà c'est pas mal? Oui. En fait, oui, là, j'ai fait vraiment la fiche de poste dans le détail, mais si déjà on détermine voilà, le rôle, donc c'est-à-dire les missions et du coup les objectifs, c'est Oui, déjà bien. Après, pour nous, pour recruter, c'est bien sûr. important d'aller définir les compétences. C'est quoi les risques d'un recrutement fait à la va-vite? Alors, eh ben, en fait, je pense qu'un recrutement fait à la va-vite, quoi qu'il arrive, l'entrepreneur sera toujours perdant. Parce que si c'est fait à la va-vite, il y a forcément un truc qui ne va pas coller à un moment. Alors, on est d'accord, là, l'altitude de risque est quand même assez grande. Donc, ça va de la perte de temps à créer cette fiche de poste, justement, créer son annonce, évaluer des candidats où au bout d'un moment, on patauge un peu, on envoie sans arriver à en sélectionner un. Mais le plus gros risque, c'est quand même, et du coup tu l'as vécu Pauline, c'est l'erreur de recrutement. Cette fameuse erreur qui coûte hyper cher à une boîte. Et ce que je remarque, et on en discutait, c'est que tant que ça ne nous arrive pas, tant Hmm. mieux. On en entend parler un petit peu au loin, mais on n'a pas trop d'idées sur les effets d'un mauvais recrutement. Et c'est en ça que j'ai adoré ton épisode 10, c'est que très concrètement, toi, en tant qu'entrepreneur, tu as eu à subir les effets d'un mauvais recrutement. Et quand ça arrive, donc du coup, ça fait très mal. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne, c'est souvent après une erreur de recrutement qu'elles me contactent pour ne pas recommencer. Donc, si j'évoque juste quelques erreurs, on a le coût direct. Donc, Ouais. il faut quand même payer une personne. D'accord, il y a la période d'essai, mais il faut, d'y mettre fin, il faut payer la personne quand même qui ne répond pas à notre besoin, des objectifs commerciaux qui étaient fixés, qui ne sont pas atteints, de la croissance qui est freinée, la productivité aussi, parce que ça touche aussi un peu le moral. Donc, le risque le plus grand, c'est une erreur de recrutement, mais il y a aussi plein de petites choses, et principalement la perte de temps et ce frein. On est freiné en fait par des erreurs de recrutement et par des recrutements qui sont faits à la va-vite. Bah, complètement, hein. De toute façon, alors nous, en plus, c'était même pas sur un poste salarié, c'était sur un poste freelance, mais un poste freelance d'encadrement. Et donc, ça a mis le bazar partout, quoi. Voilà, donc Mm. je On se redis, doute. mais si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez l'écouter, comme ça, vous comprendrez aussi un petit peu là où je veux en venir. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour éviter en tout cas un maximum c'est une erreur future, une prochaine erreur sur un recrutement éventuel, ce
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec ma directrice des opérations sur un process de recrutement. Et donc, c'est là que vient ma question. Pourquoi déjà c'est important de poser un process de recrutement? Et ensuite, c'est quoi les étapes indispensables, à ton avis, et incontournables, même si, à mon avis, ça va être peut-être difficile pour toi de donner une réponse, une vérité vraie, on va dire, parce que j'imagine que ça dépend tellement du poste, etc. Mais je te laisse la main. Alors, pour répondre à ta première question, poser un process de recrutement, ça signifie qu'on respecte une méthode. Et du coup, 2 choses. Avoir une méthode permet de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc, venir cadrer son recrutement. Et quand on entreprend, les enjeux sont trop importants pour ne pas savoir ce qu'on fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un recrutement, c'est de l'humain. L'humain a des émotions, de l'affect, et par définition, on est un peu biaisé aussi. Et quand on est entrepreneur, on l'est d'autant plus. Et il ne faut surtout pas recruter sur ces bases-là, parce que du coup, ça, encore une fois, on revient à ce recrutement au feeling, et on ne peut pas considérer un bon recrutement qui répondra à notre besoin uniquement sur le feeling. Donc, un process vient mettre de la méthode pour éviter ce problème-là. Et alors, pour répondre à ta deuxième question, là, en fait, il y a de base une question, c'est un process de recrutement, c'est quoi? Est-ce qu'on parle côté candidat ou est-ce qu'on parle en interne? Et donc, effectivement, il y a ces deux sujets à régler quand on souhaite recruter. Donc, on a le process avec le candidat. Et là, c'est à l'entrepreneur un petit peu de choisir. Mais attention, souvent les recruteurs, les entrepreneurs ont envie de mettre beaucoup d'étapes. En réalité, l'objectif d'un process, c'est d'évaluer un candidat. Si c'est fait avec méthode, on n'a pas besoin d'évaluer le candidat 5, 6, 7 fois. Donc, ce que je conseille pour le process avec le candidat, c'est 4 étapes. Une étape de préqualification. On récupère auprès du candidat les informations de base. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il a l'expérience pour le poste? Quel est son salaire? Etc. Si ces informations de base sont validées, une deuxième étape d'évaluation. On évalue concrètement les compétences du candidat en lui posant des questions sur ses expériences passées, etc. Ensuite, une mise en situation, troisième étape, on évalue dans une situation concrète la personne. Et enfin, un entretien de fit. Donc là, c'est plus une rencontre, un échange qui va sortir un peu du cadre de l'évaluation des pures compétences, mais on a besoin de s'assurer que cette personne, il y a ce truc, on la sent pour intégrer notre entreprise. Et donc ensuite, on a le process en interne. Comme tu Ouais. l'as dit, là, ça dépend énormément de la situation. Mais la vraie clé, c'est la préparation. La préparation est indispensable. Donc, et je vais un petit peu reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, on détermine le besoin de façon structurée en répondant à une liste de questions, comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure. De ce besoin, on en tire des critères de recrutement, cette fameuse scorecard ou tableau Excel, avec 3 hard skills, 3 soft skills et 2 à 3 valeurs. Et on s'en tire avec 8, 9 critères de recrutement que l'on souhaite absolument. Et le but, c'est de ne pas y déroger. On se fixe des compétences dont on a besoin pour répondre justement à ce besoin. Et l'idée, c'est d'aller rechercher le candidat qui a ces compétences. Une fois qu'on a nos critères, on va créer des questions pour essayer de savoir si le candidat, pendant l'entretien, a ses compétences. Et là, c'est la partie un petit peu compliquée parce qu'on se dit souvent, bah oui, mais ok, bon, le critère de je cherche un commercial, le critère, c'est bah, s'il sait faire un entretien de découverte, donc est-ce qu'il est à l'écoute? Ok, quelles questions on peut poser? Admettons, compétences techniques, savoir réaliser un entretien de découverte, question toute simple, demander au candidat, dans une situation face à un nouveau client, comment tu as réalisé ton premier échange avec lui? Et là, on laisse le candidat répondre. Question plutôt liée à la compétence soft skills, l'écoute. Dans ce cas-là, on va dire une question comme le client répond à une de tes questions. Comment tu réagis si il te pose une question qui n'était pas prévue dans ton script de commercial? Et là, on voit comment il réagit.
Donc voilà comment on prépare un petit peu ce début de process interne. Et Ok. puis après, il y a bien sûr déterminer le process de recrutement, donc le process avec le candidat. Ouais. Hyper important, et moi ça je le souligne à fond, le salaire. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'arrache, ce n'est Hmm. pas au petit bonheur la chance en fonction du candidat qu'on aura en face. On détermine un salaire précis, ça fait gagner du temps à tout le monde et on est transparent sur ce sujet. Et puis ensuite, on se fait un petit tableau de bord, création d'un tableau de bord, par exemple sur Notion, ou alors il y a Trello qui est très bien aussi Ouais. pour le tableau Kanban. Et donc là, ça va nous permettre de simplement suivre où en sont les candidats, les personnes qu'on a contactées, etc. Finalement, c'est un peu comme un job de sales. Ouais. Et ensuite, on peut arriver à la création d'une annonce, des messages de chasse. Mais je dirais que vraiment le process interne, déterminer le besoin, créer un tableau de compétences, ce fameux scorecard, travailler ses questions, déterminer le process de recrutement et faire son tableau de bord, on est bon. Bah, écoute, merci beaucoup pour encore une fois très très concret. On voit aussi tout de suite que c'est un métier. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, je ne dis pas que j'en doutais, mais là, je pense que c'est complètement flagrant. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup parlé, notamment, tu vois, tu parles des questions en entretien. Moi, je déteste faire ça. Et parce que j'ai l'impression d'être mauvaise, alors que c'est assez, tu vois, c'est assez proche. Tu as dit, c'est assez proche d'un boulot de sales, de sales, pardon. On va y arriver après, une fois que enfin, en tout cas, dans ton boulot de recrutement, une fois que tu commences à être en chasse et tout. Mais je trouve que c'est assez proche aussi, hein, du métier sales Oui. quand on dit pré-qualif, quelles sont les questions qu'on va poser pour identifier vraiment ce qu'on a envie d'identifier. Enfin bon, c'est assez proche. Et concrètement, une fois qu'on a mis en place, voilà, on a mis en place un process de recrutement, surtout on l'a éprouvé, parce que bon, mettre un process c'est bien, enfin écrire un process c'est bien, mais si on ne le fait pas, ça ne sert à rien. Donc on l'a éprouvé, etc. Comment on fait concrètement pour améliorer son process de recrutement après au fur et à mesure? Parce que j'imagine que quand tu parles de process de recrutement, là aussi je veux être bien sûr avec toi, est-ce que le process de recrutement va être le même d'un poste à un autre ou est-ce qu'il va quand même largement différer d'un poste à un autre? J'imagine que ça dépend peut-être. En fait, un process de recrutement, c'est la structure pour réaliser les recrutements. Donc, le process, c'est un petit peu savoir ce que je dois faire, en fait, un petit peu les règles quand on veut réaliser un recrutement. Et donc, finalement, peu importe le poste que l'on va recruter, euh, il y a toujours un process. Et ce process, donc, c'est la préparation du recrutement avec les différentes étapes dont on a Oui. parlé, puis le fait d'aller chercher des candidats, ensuite les évaluer, et puis la décision finale. Finalement, un process, c'est ça, hein, ce sont ces 4 grandes étapes dans lesquelles on va apporter pas mal de choses, mais c'est finalement ces 4 grandes étapes, et peu importe le poste, si notre process est assez clair, eh ben, en fait, on peut l'appliquer à n'importe quel poste et même des postes qui n'ont rien à voir. Ça peut être par exemple un process de sales. Bon, bah, j'ai identifié que j'ai mon besoin en sales. OK, première étape, j'analyse mon besoin. Je travaille les compétences, de ces compétences scorecard, etc., etc. Mm. OK, j'ai fini mon travail préparatoire. Deuxième étape du process, deuxième grande étape, je rédige l'annonce et je vais trouver des candidats. Troisième étape, je vais évaluer mes potentiels sales. Quatrième étape finale, décision. Donc finalement, en fait, le process, c'est une globalité. C'est la base pour réaliser tous ces recrutements. Et du coup, c'est génial de constamment se dire qu'il faut l'améliorer. Comment l'améliorer? Très simplement, en se posant des questions. Est-ce que mon process est efficace? Est-ce que je ne perds pas de temps sur certaines étapes? Est-ce que j'atteins bien mes objectifs? Donc, est-ce que je recrute bien dans les temps impartis mes profils? Est-ce qu'il est suffisamment structuré? Est-ce que j'applique correctement les méthodes de base dont j'ai entendu parler ou que je peux lire? Et une autre solution, c'est aussi de poser la question directement aux personnes avec qui on a échangé, les candidats. Demander du feedback. Un peu comme on retrouve Ouais, finalement oui. ce job de sales Mm. quand on demande un feedback client. Demander très concrètement au candidat qu'as-tu aimé ou moins aimé du process. Et même si on ne garde pas le candidat,
reconnaître humblement côté entreprise que peut-être on a des choses à améliorer, c'est génial aussi. Ouais. Et après, si on veut aller beaucoup plus loin pour améliorer le process, eh ben, on peut se former, donc de l'auto-formation, ou alors, du coup, tout simplement ne pas hésiter à faire appel à un coach. Ouais. Je pense souvent à tous ces entrepreneurs qui font appel à un coach pour le business, donc par exemple à toi, Pauline, le market ou aujourd'hui LinkedIn. En fait, il y a aussi des coachs pour apprendre et gérer ces recrutements. Donc là, on parlait de améliorer le process de recrutement. Et du coup, bah, c'est quoi les indicateurs à suivre pour s'assurer qu'on a fait un bon recrutement? Parce que là, on parlait d'indicateurs sur la partie process, mais c'est quoi les indicateurs concrètement? Eh ben, tout simplement, un bon recrutement, c'est celui qui répond à notre besoin. Notre besoin initial, c'est quand même un bon recrutement, c'est celui qui répond à notre besoin et aux critères de recrutement qui étaient fixés. Donc, nos 2 indicateurs, ce sont les critères de recrutement, notre fameuse grille, et si la personne répond aux besoins que j'avais identifiés. Mais il y a quand même un troisième indicateur, et c'est hyper important parce qu'on dit qu'il ne faut pas recruter au feeling, à l'intuition. Mais quand on est entrepreneur, on a besoin quand même de se fier aussi à cette intuition. Donc, je dirais que le troisième indicateur, c'est notre intuition. Euh, donc, du coup, c'est-à-dire que on va d'abord s'assurer que les critères de recrutement sont remplis, que la personne répond aux besoins. Si ces 2 premiers indicateurs sont au vert, on peut s'écouter, on peut écouter son intuition en disant maintenant que ces 2 indicateurs sont OK, est-ce que j'ai ce truc avec cette personne? Est-ce que je la sens suivre le projet, alignée avec nos valeurs, etc. Et si ces 3 indicateurs sont au vert, que la personne est intégrée à l'entreprise et que finalement on la sent engagée, on sent qu'elle se sent bien, bah, c'est un bon recrutement, tout simplement. Ok. Après, c'est vrai que sur le terrain, c'est pas toujours facile. Tu vois, des fois, on se dit, ah, bah, nickel, la personne, elle check en tout point tout ce que j'avais prévu, tout ce dont j'avais besoin. Et puis, des fois, on se rend compte, bah, sur le terrain, c'est normal, on est des humains. Et d'ailleurs, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été salarié et j'ai été viré 3 fois. Donc, je pense que je sais absolument de quoi je parle, d'un côté comme de l'autre. Et donc, je trouve que effectivement, c'est pas toujours facile, tu vois, de savoir, mais là on rentre dans un sujet, ça va même au-delà du recrutement à mon avis, mais c'est est-ce que tu dois écouter ton intuition et te dire, oulala, là, il y a quelque chose qui m'a pas plu, et du coup, parce qu'il y a une période d'essai, oui, ça va choquer les gens qui nous écoutent, mais j'ai été virée, donc je sais de quoi je parle, mais la période d'essai, elle est aussi là pour ça. Elle est là pour les deux sens, elle est là pour le salarié qui potentiellement se sentirait pas bien, aurait envie de partir, mais aussi pour l'entreprise, ou ça peut être aussi avec des freelances. Nous, je sais par exemple qu'on va plutôt mettre en place des contrats, tu vois, par exemple, on va dire, bah écoute, on va tester déjà pendant 2 mois, on va travailler ensemble, et puis après, on voit ce qui se passe. Et donc, pendant cette période-là, je trouve que c'est vrai que c'est difficile des fois de se dire, OK, mais c'est quoi en fait? Sur quels indicateurs je dois me baser pour me dire que c'est la bonne personne, je peux continuer avec elle sur la durée ou pas? Tu vois, ça, c'est difficile en tant qu'entrepreneur, je trouve. Mais je pense que c'est la plus grosse peur en fait, de ne pas recruter la bonne personne, Ouais, de se tromper, et cetera. Alors vraiment, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même. Le recrutement n'est pas une science exacte et même si on est le meilleur recruteur au monde, qu'on applique les meilleures méthodes et cetera, on peut se tromper. Et c'est à ça que sert effectivement la période d'essai. En revanche, se dire, il y a la période d'essai, je pourrais voir, et cetera. Au pire, c'est pas grave, on arrête. Ou même, oh, je prends qu'un stagiaire ou un freelance ou un alternant, bon, c'est pas grave. Non, tout recrutement est important et tout recrutement, faut être un peu dans une quand même dans une démarche de vouloir mettre en place des méthodes pour justement éviter au maximum l'erreur. Mais quoi qu'il arrive, et même quand on est recruteur, hein, moi je le vois quand je dois recruter, je me dis, cette personne, elle remplit les critères, je l'ai bien évaluée, j'ai respecté les ouais. méthodes, mais ça se trouve, elle ne va pas le faire. Et c'est OK, tu vois. Mais ça arrive, et il y a aussi de l'autre côté, il y a aussi le candidat qui peut dire, bah, cette entreprise remplissait tous mes critères, mais en fait, Oui, ça ne le fait pas. absolument. C'est, Ouais, ouais, c'est pour ça que ça j'ai dit arrive que c'est dans aussi. les deux sens, hein. Ouais, ouais, ça arrive aussi, c'est complètement dans les deux sens. Et évidemment que je précise, et tu as bien fait de le dire, évidemment que l'objectif, quand on recrute, freelance ou salarié, l'objectif n'est pas de le virer dans la période d'essai. Hein, qu'on soit bien clair. Évidemment, personne n'a envie de faire ça, ça ne fait plaisir à personne.
Et ça ne fait pas plaisir non plus à un salarié quand il rentre de devoir partir à la période d'essai parce qu'il aura eu l'impression d'avoir perdu son temps. Et ça m'est arrivé, tu vois, en tant que salarié, de partir d'entreprise, de rester même pas 3 jours dans la boîte parce que Oui. onboarding pourri. Mais ça, c'est un autre sujet. On pourrait presque faire un épisode sur l'onboarding d'un collaborateur parce que c'est hyper important aussi. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup parce qu'on a fait le tour de pas mal de choses et c'était hyper concret. Donc, merci infiniment. Moi, j'ai l'habitude sur Vision de poser une question un petit peu actionnable, on va dire, à la fin, parce que voilà, c'est un peu ma secret sauce. J'aime bien quand on est dans l'action. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui vont peut-être effectuer leur premier recrutement? Par quoi tu leur conseilles finalement de commencer? Eh bien, si peut-être ils vont recruter, songent à recruter, il faut l'anticiper et ne pas attendre le moment où c'est l'urgence et bah oui, il aurait fallu recruter. Donc, si on pense qu'il va y avoir un besoin, même dans les même dans les 6 mois, Oui, même dans l'année à venir, on prévoit de recruter, eh ben, on anticipe et on commence à préparer son recrutement. Alors, pas forcément rentrer dans le détail puisqu'on ne sait peut-être pas exactement de quel poste on a besoin, mais commencer à réfléchir à notre process. Peut-être venir mettre en place quelques éléments, type voilà, notre tableau, commencer à réfléchir à l'annonce, à ce qu'on a envie de proposer aux personnes qu'on souhaiterait de recruter. Donc, anticiper, commencer à préparer le recrutement et structurer le process, vraiment par les choses de base. Commencer à s'informer de ce qu'est un process, c'est déjà commencer à préparer son recrutement. Et puis, bon, bah, par extension, dans l'anticipation, ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un pour ouais. se faire accompagner sur le sujet. Mais il y a déjà beaucoup d'informations sur Google et aussi sur LinkedIn pour déjà démarrer. Alors, je ne peux que valider l'aspect anticipation, parce que pour moi, l'aspect anticipation, il est systémique dans un business. C'est-à-dire que c'est important pour la partie financière, c'est important pour la partie stratégique et c'est important pour la partie structurelle. La partie structurelle de recruter, etc., etc. Sur le 3-6, nous, on les fait travailler tout de suite sur la partie vision. Et donc, du coup, quand on les fait travailler sur la partie vision, il y a un moment donné où ils vont positionner leurs jalons sur l'année qui va venir. Et dans ces jalons, il y a potentiellement du recrutement. Et donc, c'est là où on fait le pont toutes les deux. Par exemple, moi, je sais qu'en 2024, il va falloir qu'on commence à s'entourer sur la partie sales. Et donc, je sais déjà, je suis sur l'élaboration et de manière plus précise sur nos process commerciaux en ce moment. Parce que je sais qu'il y a un moment donné, ces process, parce que oui, il y a une partie de l'équipe qui est un peu sur ces process-là, mais grosso modo, c'est moi aujourd'hui qui est à 90% sur ces process. Mmh. Donc, je suis sur l'élaboration de ces process. Et donc, quand tu parles d'anticipation, moi, j'entends aussi l'anticipation dans les process et dans la préparation de l'entreprise, la documentation de l'entreprise aussi, quand la personne arrive et pas que, tu vois, même si que ce n'est pas que, puisque c'est quand même un gros morceau, et c'est pas que la partie de qui je vais avoir besoin. C'est aussi de quoi va avoir besoin cette personne aussi pour quand elle va arriver, quoi. Ça, c'est un autre vrai sujet qui pourrait aussi faire Ouais. l'objet de tellement enfin, il y a tellement de choses qui entourent le recrutement, mais le sujet de la marque employeur, comment attirer des personnes, comment arriver à les garder, en fait, dans l'entreprise, ça, c'est un sujet énorme et d'ailleurs, il y a de plus en plus de coachs sur le sujet et ils sont c'est fondamental parce que d'accord, bon, on a beau savoir de qui on a besoin, mettre en place le process de recrutement, recruter la personne purement avec des méthodes, l'évaluer. Bah, si on ne sait pas garder cette personne, et déjà, et tu le disais, l'accueillir avec un bon onboarding, Mm. bah, en fait, au bout d'un moment, ça ne va pas non plus marcher. Donc, et tu le disais très bien, préparer les process qui, par exemple, les process sales pour accueillir Qui vont correctement un être futur liés sales, c'est au déjà poste en question, par exemple, voilà. quoi. Ouais, ouais. Mm, Bah, écoute, merci infiniment, Aurore, pour ton temps.
Je pense que les personnes qui nous écoutent vont être ravies de repartir avec une ribambelle de choses concrètes à appliquer. N'hésitez pas, je préfère le préciser, n'hésitez pas à faire appel à Aurore si vous avez envie de vous faire accompagner, enfin envie et même besoin de vous faire accompagner sur la partie process de recrutement et recrutement tout court, parce que là, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour la fin, ou tu as pu avoir l'espace de dire tout ce que tu avais envie de nous dire? J'ai eu l'espace, un grand merci et les questions qu'on a abordées, je pense que ça permet de faire un petit point sur le recrutement, le process de façon un peu globale. Et si jamais effectivement il y a besoin je publie régulièrement sur LinkedIn avec les fameuses listes de questions qu'il faut se poser, comment rédiger même un bon message de chasse, etc. Parce que de toute manière, plus on en donne sur le sujet, mieux c'est. Et je pense qu'il y a vraiment un truc très important, c'est arriver à être sensibilisé sur le sujet. Et arrêter de penser qu'on peut le faire simplement comme ça, parce que tout le monde peut recruter. Ça nécessite quand même des méthodes. C'est effectivement, comme tu le disais, un métier. Alors, on peut se débrouiller, mais en essayant quand même de s'informer. On ne peut pas recruter comme ça en disant c'est bon, je suis prête et je peux Non. recruter. Il y a un moment donné, clairement, où il faut aller loin, ou alors vous ferez comme moi, ça vous coûtera très cher. Voilà. Parfois, comme l'entrepreneuriat, il faut se casser les dents pour Oui, ensuite. ça fait partie du process, comme on dit. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup, Aurore. Peut-être à une prochaine sur Vision. Et dans tous les cas, on se retrouve sur LinkedIn. Bye bye. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.